Je suis un petit-fils d'immigrés basques espagnols qui étaient chassés par Franco et je suis originaire de Bordeaux. Je suis un amoureux de la musique, je suis un amoureux de l'art, je suis un amoureux des gens qui cherchent, qui font des expériences. Je suis une fille entre de très bonne humeur et très déprimée, ça dépend, qui change d'avis, mais alors comme de, comme de chemise. Je n'ai pas beaucoup de convictions. La seule que j'aurais, c'est que si la musique n'existait pas, je pense pas que je l'aurais inventée, mais je serais beaucoup plus malheureuse. Je ne sais pas si je suis vraiment comédienne. Moi, je prends le parti que, justement, comme j'ai pas fait de formation, que je serais bien incapable de donner un conseil à quelqu'un. Moi, je fais comme si c'était moi. Cette semaine, un amour fou sur fond d'emprise. Cela se passe au Studio Marigny avec Julie Depardieu qui incarne Juliette Drouet, l'amante pendant plus de 50 ans de Victor Hugo. Un coup de cœur pour la Fondation Cartier qui vient de s'installer place du Palais Royal, juste devant le Louvre. Mais tout de suite, on va retrouver Pascal Obispo, pas le chanteur, le peintre. Bonjour Pascal. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? On est Galerie Ange Bassot, dans une rue, une des rues les plus prisées pour l'art. Donc bienvenue chez Ange Bassot et Ricardo, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc c'est ici, Pascal, que vous exposez qu'on va pouvoir découvrir cette autre facette de Pascal Obispo, la peinture. Alors j'ai eu la chance d'exposer ici, mais il y a déjà pas mal de collectionneurs qui ont voulu acquérir certaines œuvres. Donc ça me pousse à continuer à essayer de faire peut-être autre chose. Mais c'est vrai que ces visages me hantent, donc il ne va pas falloir que je les lâche tout de suite. Cette exposition, elle s'appelle Réversibilité. Alors réversibilité parce que en fait toutes les toiles peuvent être ressenties à l'envers et à l'endroit, tout simplement. Donc à l'envers, vous choisissez l'envers, vous choisissez votre endroit, peu importe. Mais d'un côté vous avez les visages de profil et de l'autre côté les visages de face. Et alors vous préférez avoir la tête à l'endroit ou la tête à l'envers, Pascal, dans la vie? Ça dépend des jours. Hein, ça dépend des jours? En fait, c'est celui qui affronte, celui qui dit, celui qui vous regarde aussi. L'autre, c'est plutôt celui qui pense, celui qui garde, celui qui est plus introverti. Donc il y a les deux facettes de ma personnalité, de nous aussi, de ce que nous sommes. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France, les sanglots de Verlaine. Pascal Obispo, quand on pense à vous, on pense d'abord à des mélodies qui ont marqué la chanson française, à des tournées inoubliables, à des duos aussi. On connaît moins ce travail d'artiste un peu secret, la peinture. À quel moment vous avez décidé de peindre, de prendre des pinceaux et de découvrir que c'était une thérapie? En fait, je faisais beaucoup de photos au début et j'ai été obligé, à un moment donné de ma vie, d'être ancré quelque part. Donc, je me suis servi de ces photos pour faire des collages. Au moment où j'ai rencontré un artiste peintre qui s'appelle Dan Hou, qui m'a suggéré, en voyant ces collages, de commencer à faire de la peinture. Alors, malgré le fait que je lui dis non, moi je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, il m'a quand même envoyé un carton de 6 pots de peinture. Et pendant tout un week-end, j'ai dessiné 12 œuvres, on va dire, sur papier A4, où j'avais tiré sur une photocopieuse un visage,
Alors il y avait David Bowie, il y avait Prince, il y avait Gainsbourg, il y avait Vanessa Paradis, il y avait plein d'artistes comme ça que j'aimais bien. Et puis j'ai dessiné autour, et puis je lui ai montré le résultat de mon travail d'un week-end. Et je lui ai dit, tu vois, regarde, ça sert à rien de me demander de faire de la peinture. Et il me dit, alors non, c'est super, tu es très fort. Et au bout d'un an, où il surveillait, où il contrôlait un petit peu, où j'échangeais avec lui, il me dit, maintenant, tu dois enlever le visage. Et ça J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais rien dessiner. Et il me dit, il faut que tu gardes ton âme d'enfant. On n'a pas besoin de technique pour faire de la peinture. Dans toutes vos toiles, il y a des motifs récurrents. Qu'est-ce qu'ils racontent de vous, ces fragments? En fait, je pense que j'ai toujours été obsédé, quand j'étais petit, par la foule, par le monde. C'est-à-dire que quand on est un enfant divorcé, on est en quête de la paternité. C'est-à-dire qu'il y a un être qui vous manque. Donc vous essayez de trouver un substitut. Et j'ai toujours été très très fan. Et dans ma chambre, en fait, il y avait à peu près comme cette toile-là, mais c'était des visages de plein d'artistes différents. Ma chambre était vraiment couverte de photos. Donc j'ai l'impression que je reproduis ce manque. Alors ça vient d'abord donc de la solitude, évidemment. Aujourd'hui, ça serait plutôt aussi le contraire. C'est-à-dire que je souffrerais presque d'agoraphobie. Et c'est-à-dire qu'en étant très très célèbre, j'ai aussi toute une espèce de foule comme ça qui reste. Donc je suis parti du manque à la foule curieuse, voyeuse. Donc les visages sont omniprésents, mais je traduis dans mes toiles ce traumatisme. Perd ses souliers, ses cheveux, ses dents. Mais on peut jamais son âme d'enfant. On parle un petit peu musique. Votre dernier album porte un très joli titre, L'archipel des séquelles, essentiellement des duos féminins. Quelles sont ces séquelles que vous avez eu envie d'explorer? Alors vous avez vu, c'est un tableau de Klimt, ma pochette. L'archipel des séquelles. Évidemment, c'est toutes les souffrances qu'on garde et qu'on pioche de temps en temps pour en faire des chansons. Après, c'est des choses personnelles. Moi, je traduis les choses en musique et en chanson souvent, et en peinture maintenant. Mais c'est vrai depuis la petite enfance, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais n'attendez pas de moi que je vous raconte. Alors là, c'est un album qui est vieux, parce que là, je suis en train de préparer le prochain. Héritage. Voilà, donc ça, c'est... Mais il n'était pas attendu pour cet automne? Alors si, mais... comment dire? Non, mais c'est comme une toile qui n'arrive pas à se finir. En fait, Héritage, c'est l'hommage que je rends à tous les grands artistes, auteurs, compositeurs qui m'inspirent ou qui m'ont inspiré. Il y a beaucoup de chansons, il y en a 34. 34, ouais. Et c'est un double album qui sortira avant l'été et un autre après l'été. À me croire toujours incompris, alors que j'attendais cette voix. On part à présent retrouver au studio Marigny Julie Depardieu, visage familier du cinéma, du théâtre, de la télévision, une comédienne instinctive et magnétique. Elle relève un défi pour la première fois, être seule en scène. Dans La Misérable, elle incarne Juliette Drouet, un monologue intense qui redonne voix à l'amante oubliée de Victor Hugo et révèle 50 ans d'amour fou et d'emprise. Je ne suis donc faite que pour être enfermée. 12 ans. 12 ans. Enfermée, à double tour. 12 ans. De 31 ans à 43 ans. Julie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner Juliette Drouet? Eh bien, quand j'ai lu la pièce, ce qui m'a donné envie de l'incarner, c'est que déjà, je pensais que c'était une maîtresse parmi d'autres. C'est vrai que je connaissais son nom, mais je savais pas ce qu'elle avait fait, cette pauvre Juliette. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est l'amour par-dessus tout.
Elle l'adore comme elle adorerait peut-être son enfant, sauf que c'est son mec qui se conduit pas très bien avec elle. Et alors, elle a l'impression que c'est son Dieu, c'est quelqu'un qui la rachète. Et vu l'époque dans laquelle elle existe, c'est hyper dur d'être une femme en 1830 à Paris, une femme jolie, peu importe, de toute façon, tu n'as pas de naissance, tu n'es rien. Et elle tombe amoureuse de Victor Hugo, il tombe amoureux d'elle. Je pense que c'est un coup de foudre réciproque. Mais après, l'époque fait qu'il va abuser un peu d'elle en l'employant, en lui faisant recopier ses textes. Et c'est comme un... C'est l'emprise. Ouais. Et puis, elle est à son service. Mais elle, faut savoir de qu'est-ce qu'elle quitte, en fait. Elle quitte une situation financière très, très fragile. Elle a en plus la folie des grandeurs, c'est un peu une courtisane, mais elle n'a pas les moyens. Elle n'a aucune sécurité d'emploi. Son enfant, elle ne l'élève même pas. Et elle veut rêver, quoi. Elle veut être amoureuse. Et elle se dit, je préfère encore être avec Victor, même si c'est vrai qu'il y a un enfermement d'une 12aine d'années. Parce que lui, comme elle était un peu prostituée, il était très jaloux. Il lui dit, ma cocotte, non. Soit tu ne sors pas seule, soit on n'est plus ensemble, en fait. Et oui, c'est une emprise, même si ce mot n'existait pas à l'époque, mais c'est une relation complètement exclusive et folle. S'il m'enferme, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il veut me protéger, qu'il veut me garder pour lui tout seul. Et moi, j'aime l'idée de lui appartenir. En regardant le spectacle, je me suis demandé comment vous aviez réussi à avoir accès à ses pensées intimes, aussi à tout ce qu'elle avait vécu. Comment est-ce que le texte a pu être documenté de manière aussi précise? Eh bien, d'abord, je me suis vraiment renseignée que tout ce que je disais était vrai. Et j'ai lu le pavé hyper intéressant de Florence Nogrette sur Juliette Drouet. Et c'est vraiment tout un reflet de l'époque, de la condition féminine à cette époque. C'est hyper dur. Et c'est très documenté. On sait tout sur Juliette. Quand j'ai commencé les répètes, je me dis, oh là là, mais je suis pas elle. Après, j'ai fait quelque part comme si c'était moi, parce que c'est très difficile d'interpréter quelqu'un d'autre, une autre époque. Je me suis vraiment identifiée à cet amour absolu qu'elle a pour lui, peu importe ce que Victor fasse. On découvre aussi un Victor Hugo qui est très très loin du monument littéraire qu'on connaît tous. Est-ce que c'était important aussi de montrer cette face cachée? Je trouve, oui. En même temps, je pense que vraiment rien n'est inventé. On a plutôt coupé qu'autre chose. Mais c'est pas pour le désacraliser, c'est pour dire juste qu'avec son génie, c'est aussi un homme. Et un homme, à cette époque, ça a des besoins. Il a perdu sa fille, donc il devient très angoissé. Il a besoin de se rassurer. C'est un humain. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, ce qui me plaisait dans le texte, c'est qu'elle en dit jamais de mal. Elle l'aime, point. C'est incroyable. Victor Hugo me propose de travailler avec lui. Je suis dorénavant la collaboratrice du plus grand poète du siècle. Je vous emmène à présent découvrir le tout nouveau visage de la Fondation Cartier. Après plus de 30 ans passés boulevard Raspail, elle vient de s'installer place du Palais Royal, dans les anciens grands magasins du Louvre, entièrement repensés par Jean Nouvel. Le lieu est unique, ouvert sur la ville, avec des plateaux mobiles qui redessinent l'espace à chaque exposition. C'est notre coup de cœur. Bonjour. Bonjour. Mais merci de nous accueillir dans cet endroit incroyable. Ce déménagement, c'est donc une révolution. Est-ce que vous avez repensé la manière d'exposer et d'accueillir le public? Oui, tout à fait. C'est justement la proposition de Jean Nouvel, c'est d'introduire un dispositif pour créer l'exposition qui va vraiment transformer tous ces codes, ces a priori, ces pratiques. En fait, c'est 5 plateformes qui peuvent être ajustées à différents niveaux sur une hauteur de 10 mètres. Donc, ça veut dire à chaque grand projet d'exposition, l'architecture de la Fondation Cartier sera nouvelle, différente et le visiteur découvrira un parcours d'exposition nouveau. Et alors, la Fondation Cartier, elle a souvent mis en lumière certaines scènes artistiques, parfois oubliées. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique du Sud, je pense aux peuples autochtones. Est-ce que ça va rester une tradition, ou en tout cas une ligne directrice pour vos futurs accrochages?
Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est désormais en face du Louvre. On a une responsabilité de rendre visible ou d'ajouter au symbole encyclopédique historique du Louvre et un des plus importants en Europe, d'amener dans la ville de Paris justement des scènes artistiques, des traditions, des courants, des individus qui ne sont pas forcément même reconnus comme artistes. Je pense à tout ce que la Fondation a fait aussi dans les sciences, l'architecture, et d'inscrire au cœur de la culture muséale un véritable discours transdisciplinaire. Merci, on va se quitter en images et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures.